Bonjour, bonjour à tous. Je tenais d'abord à remercier Monaco, M. Robert Maggiuri, pour cette invitation aux rencontres philosophiques à venir parler sur Mélanie Klein. Et quand vous m'avez fait la proposition au mois de janvier, plusieurs titres m'étaient venus et nous avons choisi ensemble la question de la haine, qui est totalement d'actualité, et pour lequel la pensée de Mélanie Klein peut apporter, à mon avis, c'est le travail sur lequel je suis en recherche, un éclairage très important sur les questions de mots de nos sociétés actuelles. D'abord, je vais vous dire un petit peu comment j'ai été amenée à travailler sur Mélanie Klein. Je suis lacanienne de formation, plutôt, et j'ai été amenée à travailler depuis le début des années 2000, invitée à Toulouse, la ville où j'ai mon cabinet, par le professeur Jean-Philippe Reynaud, à transmettre la pensée de Mélanie Klein à l'hôpital universitaire. Donc je me suis plongée dans cette œuvre. Nous avons tenu ensemble un séminaire pendant 4-5 ans, qui a fait suite après à un ouvrage commun qui a été publié au PUF en 2008, Mélanie Klein, une pensée vivante. Et depuis la publication de cet ouvrage, j'ai continué de temps en temps à transmettre cette pensée, soit en Europe, où je fais des conférences à la Fondation européenne de la psychanalyse, et en Chine depuis 10 ans. Et hier, en me repréparant un petit peu à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis dit c'est très émouvant parce que finalement, Mélanie Klein habite aussi ma vie quelque part, voilà, et mon travail effectivement, puisqu'elle m'a fortement inspirée. Donc je suis lacanienne et kleinienne, et je trouve que pour un psychanalyste, sa pensée est très importante pour entendre ce qu'il en est de l'archaïque chez l'être humain. Et dans une cure analytique, c'est très important d'arriver à aller le plus en profondeur, voilà, d'accéder aux couches psychiques les plus profondes. Et c'est comme ça qu'on arrive à une plus grande authenticité, à une plus grande transformation de la personne, une plus grande ouverture à l'altérité, à l'empathie et à la relation à l'autre. Mélanie Klein, donc, elle est viennoise, elle est née à Vienne le 30 mars 1882, d'un père médecin. Elle était la 4e enfant d'un père quadragénaire, déjà un petit peu âgé, le docteur Maurice Reis, issu d'une famille juive qui voulait pour lui un destin de rabbin. Mais finalement, il a suivi son désir à lui, qui était de devenir médecin, dans un travail plus intellectuel que matériel. Et donc, la personne qui faisait tourner la maison, c'était la mère de Mélanie Klein, Melissa Reis. C'est important, je lis le lien avec la mère, parce que Mélanie Klein a eu un rapport assez ambivalent avec sa mère. Et juste après son décès, le 6 novembre 1914, elle va démarrer son analyse, sa première tranche d'analyse avec Sándor Ferenczi, qui l'encouragera, le premier, à travailler sur la question de la psychanalyse des enfants. Mélanie Klein, c'est la 2e grande figure de la psychanalyse après Freud. Et elle a été la première femme analyste à ouvrir sur la question du développement psychique précoce et de toute la question de l'archaïque chez l'être humain. Freud avait fait un travail un petit peu sur le cas du petit Hans. Il avait suivi Herbert Graf, qui était lui-même suivi par son père, mais sans développer davantage. Ferenczi aussi avait fait un petit écho avec un texte sur un enfant relaté par une patiente qui s'appelait l'enfant coq. Une personne qui était importante aussi pour moi dans ce travail sur Mélanie Klein, c'est la rencontre avec un de ses élèves, un Américain, James Gamil, qui a transmis pendant 10 ans à Toulouse et avec lequel j'ai beaucoup échangé et qui est décédé malheureusement l'an dernier. Je vous recommande un de ses livres très, très importants qui s'appelle « La position dépressive au service de la vie ». Je vais vous en parler dans un petit moment pour vous... Au service de la vie. Voilà. Sa vie, le travail d'un chercheur, d'un penseur est souvent lié aussi à son parcours de vie. Et Mélanie Klein, sa vie a été marquée par les deuils. Elle a eu un premier deuil à 5 ans, avec le décès de sa sœur Sidonie, qui avait 9 ans et qui lui avait appris à lire et à écrire.
Ensuite, à 25 ans, elle perd aussi son frère qui était un petit peu plus âgé qu'elle et qui l'avait encouragée à développer ses dons et peut-être à lui donner le désir de devenir médecin. Et il meurt à 25 ans. Juste après la mort de ce frère, elle se marie. Et elle se marie avec Arthur Klein. Je dis Klein et pas Klein, excusez-moi, parce que je préfère, comme je suis française, voilà, qui était un ingénieur chimiste et un homme d'affaires, et qui la détournera de son désir de devenir médecin, puisqu'elle commencera à avoir des enfants et à s'ouvrir plutôt à la vie culturelle et artistique. Donc, au moment où elle démarre son analyse avec Ferenczi, elle démarre aussi en même temps sa carrière d'analyste d'enfants et elle a 34 ans. Elle démarre dans une polyclinique de Budapest sous la direction de Ferenczi. Et elle donne lecture à 37 ans de son premier travail, le développement d'un enfant, devant la Société psychanalytique de Hongrie. Et le président de l'IPA de l'époque, Karl Abraham, va l'inviter à Berlin, où elle va s'installer à 39 ans, au moment de son divorce avec Arthur. Elle travaillera alors ensuite à l'Institut de Berlin et suivra une dizaine d'enfants, sans compter les siens. Voilà. Elle reprendra une tranche d'analyse aussi avec Karl Abraham et son œuvre a été très très marquée de l'œuvre créative et inventive de Karl Abraham et qui a été le premier à ouvrir aux couches psychiques plus profondes en définissant des stades, dans les stades de développement les questions du sadisme oral et du sadisme anal. Mais Karl Abraham décède aussi brutalement en 1925 et elle a alors 43 ans. J'ai repris tous ces âges-là de deuil importants pour voir un petit peu dans son cheminement de pensée. Donc tout son travail autour du deuil a été inspiré par son propre vécu. Et au moment de la mort prématurée de Karl Abraham, donc qui la laisse assez seule, elle va se retrouver face à de multiples détracteurs, dont la propre fille de Freud, Anna Freud, qui n'hésitera pas à développer des attaques dans les fameuses controverses. Voilà. Donc, cette solitude et cet isolement théorique la poussera à émigrer sous l'invitation de Carl Jones à Londres. Ernest Jones, pardon, à Londres en 1926. Son livre majeur, qui est traduit dans plusieurs pays et en Chine aussi où je l'en transmets, c'est l'Introduction à la psychanalyse des enfants. Il est publié dans les années 32. Elle va y développer la technique, ce qu'elle nomme la technique du jeu, et qui est équivalent pour nous, psychanalystes, de l'analyse du rêve. C'est-à-dire par l'espace ou l'aire de jeu qu'offre l'enfant, l'enfant va y représenter tous ses conflits, tous ses fantasmes, et on peut, en interprétant, Mélanie Klein interprète toujours très vite et très radicalement. Et ce qui lui a été reproché par de nombreux confrères, dont Lacan, qui l'avait surnommée la géniale tripière, parce qu'elle parlait de manière très crue des organes génitaux, mais l'effet d'interprétation, quand on interprète auprès d'un patient, soit le patient le prend, et donc ça fait sens, et ça peut avoir un effet mutatif, soit le patient ne le prend pas. Et donc, avec les enfants, moi souvent je conseille aux jeunes que je forme de ne pas hésiter à être très ludique et ne pas hésiter à interpréter. Voilà. Il y a eu un de ses travaux importants qui a été l'analyse du petit Dick, un petit enfant autiste de 5 ans. Elle a fait un article important dessus en 1930 qui s'appelle « L'importance de la formation du symbole dans le développement du moi ». Et Lacan a fait de ce travail de Mélanie Klein un champ important de l'accès au symbolique dans son premier séminaire, les écrits techniques de Freud.
C'est-à-dire, je vous le décris très rapidement, c'est un enfant qui n'avait pas du tout accès à la parole, il ne pouvait pas mettre des mots, et il était très perdu dans l'espace que lui offrait Mélanie Klein, mais il a commencé à mobiliser des petits trains. Il y avait un grand train, un petit train, mais c'est Mélanie Klein qui lui a dit: le grand train c'est papa, le petit train c'est Dick, et la gare c'était maman. Et le petit Dick dit, le premier mot que dit Dick, c'est gare. Donc il parle du contenant de la mer. À l'un de ces jeux, Dick fait rentrer le petit train dans la gare. Et donc Mélanie Klein dit à Dick: Dick veut rentrer dans maman. Donc Mélanie Klein, là, c'est ce qui a choqué beaucoup d'analystes, elle a plaqué une interprétation oedipienne du désir de l'enfant pour sa mère, mais qui a permis à cet enfant d'accéder à la parole et de pouvoir donner un deuxième mot, qui était le mot nurse. Voilà. Nurse, c'est la nurse qui l'a mené en fait. Donc Mélanie Klein, elle a ouvert à tout un monde fantasmatique primitif, impitoyable, où l'on déchire, où l'on transperce, où l'on dévore et où l'on pénètre. Donc, son apport particulier, c'est la découverte et l'importance de ces fantasmes archaïques chez l'être humain, et qui sont au départ reliés à la cartographie maternelle. Donc, il y a deux articles majeurs en 1935, celui de contribution à la psychogénèse des états maniaco-dépressifs. C'est un travail qu'elle rédige l'année de la mort de son fils aussi. Elle a eu le deuil aussi de son fils dans un accident de montagne à 27 ans. Et à 52 ans, en 40, elle écrit le deuil avec ses rapports avec les états maniaco-dépressifs, dans lequel elle formalise un pilier de sa théorie qui s'appelle la position dépressive. Tout ce travail théorique se conduit chez elle sur un fond de dépressivité intérieure important et sur fond historique aussi de grande dépression géopolitique, avec l'effondrement de la vieille Europe à la suite de la Grande Guerre. Voilà. Le milieu de la psychanalyse, alors je vais en venir à la haine, le milieu de la psychanalyse aussi, j'en dis un mot parce que c'est un peu agité à ce moment en France, à Paris, n'est pas indemne des effets de la haine et de sa désintégration. Et c'est ce qui a suscité beaucoup de vives critiques entre Anna Freud, Clénien, anti-Clénien, Glover, qui avait été l'analyste de la fille de Anna Freud, souhaitait même son éviction de la Société britannique de psychanalyse. Finalement, c'est lui qui partira. Voilà. Et son dernier ouvrage, Envie et gratitude, est publié en 1957. Son livre sur la psychanalyse des enfants a mis 10 ans à être traduit en français. Au départ, Lacan avait été pressenti, d'autres vont reprendre, et sera publié juste avant sa mort, et elle décède en septembre 1962. Donc, dans son système théorique, elle décrit deux temps chez l'être humain. Au moment de la naissance, par exemple de 0 à 3 mois, de 3 à 6 mois et après. Donc de 0 à 3 mois, le premier temps est un temps qu'elle appelle est une position et non un stade, comme avaient développé les autres psychanalystes. Freud, Abraham parlaient de stade de développement. Elle parle de position, c'est-à-dire d'état momentané du psychisme, qui peuvent évidemment varier. Donc dans la première position, l'être humain arrive au monde avec un fonctionnement presque parapsychotique. Il ne différencie pas le moi du non-moi, il y a une indifférenciation. Et surtout, il ne perçoit pas que l'autre qui satisfait ses besoins n'est pas le même que l'autre qui le prive. Et donc il y a un clivage de ces deux figures et il va développer primitivement la haine. Voilà, j'en viens à la haine, qui est une part fondamentale de la nature de l'être humain. Sur laquelle Freud disait, dans Considération sur l'amour et la haine, et il est très important de continuer à travailler sur l'amour et la haine de façon à pouvoir maintenir l'amour dans sa fraîcheur et laissant derrière la haine, mais qui est toujours tapie derrière et prête à jaillir.
Donc le bébé, au départ, il est celui qui va le priver, ne pas satisfaire ses besoins. Il le est parce que ça active en lui des angoisses insupportables, d'éclatement, d'étouffement, d'annihilissement, hein, de sa propre disparition. Lacan disait le premier rapport au monde est paranoïaque. Hein, on l'entend aussi souvent chez les patients et puis aussi chez les êtres humains vieillissants. La première fragilité ou le premier petit délire qui va apparaître, c'est un délire persécutif plutôt paranoïaque. Voilà. Et à partir de 6 mois, j'en profite pour dire que dans ce temps-là se débute pour Mélanie Klein aussi la question de l'Oedipe, parce qu'au départ j'avais hésité si je traitais de l'Oedipe, qu'elle met de manière beaucoup plus précoce que Freud, et elle constitue aussi à ce moment-là la position du surmoi. Au bout de 6 mois, l'enfant va pouvoir commencer à intégrer que cet autre-là, au départ, c'est le sein, en fait, le sein maternel, et réduire le clivage entre bon et mauvais, et pouvoir l'intégrer en un seul objet ou une seule personne, et pouvoir développer à ce moment-là des angoisses de pouvoir perdre ce bon objet aimé. Donc les angoisses dépressives et toute cette période de deuil, qui est un deuil précoce. Et à ce moment-là se développent aussi des défenses de type maniaque, c'est-à-dire de déni, on met hors du champ de la réalité, de clivage, de toute puissance et d'avidité. Vous voyez de suite que ça peut faire écho au fonctionnement actuel de la planète. Voilà. Donc, chez l'être humain, au ce départ, angoisse et culpabilité vont l'animer et le pousser en avant, le pousser à développer un petit peu ses stades psychiques et à dépasser. De façon à pouvoir réparer, dans une véritable réparation, et pouvoir ouvrir à la sublimation et à la créativité. Donc, cette position, j'y insiste parce que c'est un moment majeur de l'existence humaine et l'être humain n'en découle jamais complètement avec ce temps-là, parce qu'à chaque épreuve de la vie, à chaque séparation, à chaque deuil, jusqu'à l'approche de la dernière séparation avec la vie, au moment de perdre sa propre vie, le psychisme a le choix soit de régresser vers ce stade schizoparanoïde, soit d'avancer, de traverser la douleur dépressive de la dépression et de pouvoir alors ouvrir à créer autrement. Voilà, c'est vraiment très, très important. Dans ce temps schizoparanoïde aussi, l'enfant est habité de fantasmes, d'attaques, de haine et de destruction avec ses propres zones érogènes du corps. Il peut y avoir, par exemple, des attaques urétrales, où chez les tout petits, uriner sur l'autre, c'est l'attaquer. Voilà. Des attaques aussi avec le pénis. Et l'enfant est alors angoissé, c'est-à-dire parce que l'objet qu'il a attaqué va pouvoir se retourner et le persécuter. Donc les angoisses persécutives sont de cette nature-là. Souvent, moi, à mes étudiants, je leur dis, ou par exemple quand on entend le rêve d'un patient, si le rêve est plutôt de nature persécutive, c'est le moi qui est menacé. Alors que si l'angoisse est plutôt de nature dépressive, c'est la perte de l'objet aimé. Vous voyez un petit peu comment on peut naviguer un petit peu. Donc ce travail psychique précoce permet une remise en ordre du premier chaos psychique intérieur qui succède à la naissance et qui n'est donc pas psychotique. J'y reviens parce que c'est pour cela qu'elle est attaquée par d'autres psychanalystes, mais qui est de nature psychotique. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, chez elle, la destructivité, la haine et les angoisses d'annihilation jouent pour elle un rôle précoce et central. Et ce qui lui a été aussi reproché, je le cite, par André Green.
Donc ce bébé, il naît avec d'intenses angoisses d'annihilation, de désintégration, d'éclatement. Et sa première expérience de vie ressemble à la mort. C'est entrevoir en fait pour ce bébé la possibilité de sa non-existence. Donc là, toutes ces angoisses de suffocation sont ressenties comme destructeurs, vont le pousser à haïr et à vouloir détruire l'autre qui est objet de... Donc vous voyez que dans ce premier temps, l'être humain lutte pour sa survie, pour son autoconservation. Et Mélanie Klein aussi a été la première à situer, j'ai travaillé dans mon précédent ouvrage sur la pulsion de mort, à situer la pulsion de mort précocement, dès le tout début de la vie. Et la tâche pour l'être humain, c'est de mobiliser son éros et ses pulsions de vie contre cet instinct de mort. Une fois qu'il peut être satisfait et sécurisé et ressentir un sentiment de sécurité interne, cela l'aide à reprendre confiance en l'autre et reprendre confiance aussi en lui et en son propre fonctionnement. Mais chez l'être humain, une certaine dose d'agressivité est nécessaire pour aussi pouvoir vivre, c'est-à-dire pour prendre pour soi, pour intégrer. Dans son travail, elle liera ensuite toute cette destructivité au sexuel oedipien, où sexualité et destructivité sadique ont largement pour elle la part aussi importante que celle des adultes chez l'enfant. Il y a un concept aussi qui est important chez elle, c'est l'identification projective, c'est-à-dire qu'on va projeter sur l'autre ce que l'on ressent, sans percevoir que l'autre est différent et ne ressent pas forcément la même chose. Ce type de fonctionnement est à la base des relations d'objets narcissiques. Alors, toute cette partie théorique, j'insiste, alors j'espère d'être assez claire, est importante pour penser pour nous toute la nouvelle clinique d'aujourd'hui, des patients qu'on appelle état limite, borderline, c'est-à-dire des jeunes adultes qui sont très difficiles, qui sont à la limite du fonctionnement psychotique par moment et à la limite du fonctionnement névrotique, qui sont dans une très grande attaque envers le cadre, envers nous, une destructivité. Cela demande quelques années de travail avec eux, mais quand on arrive à de beaux résultats et à les maintenir du côté de la vie et les pousser plutôt du côté de la névrose, on a gagné sur le vivant. Voilà. Dans son travail aussi, elle insiste sur la question de l'envie. L'envie qui est primordiale aussi chez l'être humain et qui s'adresse à ce qui satisfait donc au départ au sein de la mère. Et l'envie, c'est un point sur lequel on bute souvent en fin d'analyse et qui peut être le point de résistance. Et pour elle, c'est la manifestation la plus puissante de toutes ces pulsions sadiques, sadique orale et sadique anale, mais elle en fait aussi une part constitutionnelle et innée, c'est-à-dire que chacun ne naît pas forcément avec ce même potentiel. Et c'est pour elle, donc, et j'insiste aussi, parce que je travaille aussi dans ce sens, important de revenir avec chaque patient qu'on a dans la cure à l'archaïque. Et c'est comme cela qu'on libère de manière plus pleine la personne. On lui permet de s'ouvrir à l'altérité, à la stabilité, à l'empathie avec l'autre. Voilà. Sur la question de la haine, elle a fait un ouvrage en collaboration avec John Rivière, qui a un très beau livre publié en 1937 qui s'appelle L'amour et la haine. John Rivière, dans cet ouvrage, a insisté davantage sur la haine avec le désir de possession et l'agressivité. Et Mélanie Klein insistera, elle, davantage sur l'amour, la culpabilité et le besoin de réparation, fondamentaux dans ce processus, de ce mot qui est très important pour elle et qui est le mot de transformation. C'est une véritable transformation psychique. La haine est une force de destruction et de désintégration qui va dans le sens de la privation et de la mort, alors que l'amour est une force d'harmonisation, d'unification,
qui tend vers la vie, la satisfaction et le plaisir. Les deux instincts primitifs de l'homme sont la faim et l'amour, soit l'instinct de conservation et l'instinct sexuel. Et nous avons une tâche difficile, c'est-à-dire de pouvoir nous assurer les moyens de notre propre existence et en même temps obtenir du plaisir de cette existence et en même temps maintenir le plus sous couvercle ces pulsions de haine qui peuvent jaillir. J'avais fait un travail d'écriture avec un homme qui a été déporté à l'âge de 15 ans, Robert Marco, qui habitait à Toulouse. Et il m'a dit, on ne peut pas savoir quelle peut être notre propre haine. C'est-à-dire que soumis à des conditions extrêmes, comme dans les camps d'Auschwitz, on peut se surprendre. Voilà. J'ai reçu, ça me fait associer, j'ai reçu il y a peu un homme qui travaille à Airbus à Toulouse, qui était très privé depuis tout petit, en fait, avec une mère, il a grandi seul avec une mère non aimante et qu'il abandonnait. Il était marié depuis 30 ans, sa femme commence à l'abandonner. Et il s'est surpris d'un acte violent qu'il n'a pas pu voir arriver à un moment dans une dispute, et il lui a mis un coup de tête. Voilà. Et ce qui l'a profondément déprimé et lui donné des idées suicidaires. Voilà. Alors, ce petit humain qui n'est dépendant de l'autre, qui lui donne tous ses soins, mais cette dépendance est ressentie comme dangereuse parce qu'elle entraîne cette privation, en fait, sur laquelle l'être humain n'est pas préparé. Freud l'appelait du terme de Hilflosigkeit, cette détresse fondamentale d'être seul au monde et sans recours. Voilà. Et dans ce développement psychique chez le nourrisson, s'il peut arriver à mieux s'intégrer, il va pouvoir se souvenir en fait de l'amour, de l'amour pour le bon objet, et pouvoir le conserver même lorsque les mouvements de haine surviennent. Ça c'est important, parce que c'est le début aussi de l'ambivalence. Parce que ce petit, il va avoir aussi du travail sur le chemin de sa construction. Le sevrage va être vécu aussi comme une privation et un deuil et activer beaucoup de mouvements. Il y a une fluctuation constante chez lui entre l'angoisse de persécution lorsque la haine est plus forte, comme je vous le disais tout à l'heure, et l'angoisse dépressive lorsque l'amour l'emporte sur la haine. Et ce besoin approfondit les sentiments d'amour, promeut les relations d'objets. Donc Lacan avait relevé que le bébé pouvait être envieux, éprouver l'envie, et il avait magnifiquement illustré avec ce texte l'Invidia décrite par saint Augustin, et qui est à la base de l'agressivité. Lacan fera aussi l'origine de l'agressivité au moment du stade du miroir, au moment de la construction du jeu dans le miroir. Donc, Mélanie Klein, elle est restée convaincue du tout sexuel freudien et a repris dans sa théorie ce qu'il y avait de plus scandaleux de tous ces fantasmes et qui sont difficiles à entendre. La psychanalyse des enfants a eu du mal à prendre sa place parce que les adultes ne pouvaient pas entendre que les enfants pouvaient ressentir des désirs de meurtre, d'inceste et le sadisme. Ce qui tempère cette destructivité, c'est l'élaboration et le dépassement de la position dépressive. Elle fait aussi de ce temps psychique le point important, un tournant décisif entre le point de fixation des névroses et celui des psychoses, et le point de fixation des psychoses maniaco-dépressives. Les théories actuelles du DSM et la mode actuelle du tout bipolaire dénient cet apport fondamental de la clinique et qui peut nous permettre d'œuvrer et d'entendre différemment. Voilà.
L'échec de dépassement se marque par ces mécanismes de défense, une prédominance, donc comme je vous l'ai dit, le déni, la toute-puissance, le clivage, et ça va entraîner une répression des émotions et de la vie fantasmatique, et vont faire obstacle à ce qu'on appelle l'élargissement de l'insight, c'est-à-dire de l'intériorisation. Donc cela va construire des sujets plus en surface et qui manquent totalement de profondeur et d'authenticité dans leurs relations humaines. Voilà. Elle a tenu, ça je vous le dis, c'est intéressant, elle a courageusement soutenu devant l'IPA, elle avait 73 ans, et face à une assemblée assez houleuse, que les ravages de la destructivité, du sadisme et de l'archaïque infantile continuent quand ils ne sont pas suffisamment tempérés par la position dépressive. Winnicott était affolé quand il a entendu dire ça. Il s'est pris la tête entre les mains en disant « Oh non, elle ne peut pas dire ça ». Voilà. Et cette phrase est très très importante parce que dans les travaux que je fais, moi, sur le siècle qui vient, c'est que je pense que le monde actuel, je développe deux hypothèses dans mon dernier essai. C'est que le XXIe siècle débute avec les deuils non faits des catastrophes du XXe siècle. Donc nous sommes dans des tentatives de deuil, de réparation, mais nous sommes, à mon avis, sur une fausse réparation, c'est-à-dire basée sur ces mécanismes de défense et qui ne va pas aller vers une authentique réparation. Voilà. Donc c'est une question fondamentale sur laquelle il nous faut tous réfléchir et qui embarque le bateau de l'humanité. J'ai essayé de travailler de quelques applications possibles de sa théorie donc aujourd'hui, et ce siècle qui s'ouvre nous confronte tous à ces nouvelles vagues de haine, de destructivité et de mort, et nous pousse dans l'urgence à penser toutes ces questions du mal et des forces destructrices. Et la force d'une civilisation face aux attaques de violence et de haine réside dans sa capacité de résilience, comme le dit Boris Cyrulnik, mais peut-être aussi, et je crois qu'il faut qu'on se penche là-dessus, sur la question de dépassement de cette position dépressive. Voilà. Freud avait porté l'accent sur la Kultur dans son ouvrage Malaise dans la civilisation. Une culture qu'il envisageait sous l'angle de l'élévation de l'esprit, d'élévation morale, capable de dériver, ce qu'il avait fait dans son échange avec Einstein, les pulsions destructrices, de pouvoir faire rempart contre le danger d'une régression généralisée et d'élever l'humanité tout entière. Or, malgré ce niveau de culture très élevé de l'Europe, et particulièrement en Allemagne au XIXe siècle, le XXe siècle a vu se déplier les effets de deux ravages des deux grandes idéologies du nazisme et du communisme. Comme si, c'était une réflexion que j'avais faite dans mon précédent ouvrage, comme si le degré d'élévation d'esprit d'une époque pouvait aller de pair peut-être avec le degré d'intensité des forces destructrices. Le rôle de l'idéologie dans la fabrique de ce que l'époque de l'école de Francfort, dans la théorie critique, a parlé de fausse conscience. Voilà. Dans l'entreprise d'extermination d'Auschwitz, cette entreprise a fait rupture dans la civilisation et, comme le disait si justement Adorno, elle a fait entrer l'humanité au pas de charge dans l'inhumanité. Et sans la froideur de l'homme civilisé, dit-il, ce lieu de martyre des corps n'aurait pas été possible. Des millions d'êtres ont été exterminés, par exemple de 1200 à 1400 personnes par jour par les fours crématoires, avec un record dans la journée, j'ai relevé cette date parce que comme on est le 8 juin, le record a été dans la journée du 9 juin 1944, avec 24 000 personnes brûlées dans la journée.
avec des 180 millions d'ossements humains broyés servis, qui ont servi à produire du phosphate de calcium pour les engrais de l'agriculture allemande. Voilà. Donc, que la mise en œuvre d'une telle possibilité de destruction et de mort de l'autre ait pu germer dans l'esprit humain paraît totalement non représentable et non pensable. Et c'est la première fois aussi dans l'histoire de l'humanité que l'on a marchandisé l'homme en pièces détachées et en morceaux. L'être humain n'est pas à l'abri de se faire l'objet de l'emprise et de la jouissance folle d'un autre tout-puissant, et de son délire idéologique. À l'échelle individuelle, ce que l'on voit dans les mécanismes d'emprise mentale, ou à l'échelle collective dans les guerres. Se faire objet, là, c'est devenir un objet décérébré de ses capacités de penser. Et comme le disait l'intellectuel polonais Kazimierz Brandis, il y a un quart de siècle, on l'a vu récemment avec le reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Tiananmen mardi soir, l'histoire contemporaine nous enseigne qu'il suffit d'un malade mental, de 2 idéologues et de 200 ou 300 assassins pour s'emparer du pouvoir et bâillonner des millions d'hommes. Donc ce deuil, pour moi, de cette période du XXe siècle n'est pas fait. Un traumatisme, ça fait un trou béant dans le psychisme. On peut simplement en réduire les bords, mais jamais le collaber complètement. Et le trou béant de cet événement majeur commence à peine à se penser. Le silence s'ouvre à peine, et seule la parole permettra d'en penser avec un A, penser les bords. Voilà. On peut seulement tenter d'en réduire les bords par un travail de parole, de remémoration et par le travail d'internalisation. Quand on vit un choc traumatique, ça déborde toutes les capacités psychiques. La personne se met en état de choc, elle ne peut plus penser, elle ne peut plus dormir, elle ne peut plus rêver. Il faut le temps de pouvoir intégrer, internaliser tout ceci en soi. Et le travail du rêve, à ce moment-là, permet ce travail d'internalisation. Et tenter de métaboliser tout ceci, même s'il y a des cauchemars longtemps au départ, afin de diminuer les effets délétères qu'il peut produire même des années plus tard. Quelque chose va venir faire écho au trauma précédent, ça fait un bug psychique et la personne peut partir en décompensation. Donc, tous ces degrés de réparation et de possibilités de transformation secondaire sont très variables selon les individus. Et donc, il est de notre devoir, les psychanalystes, de pouvoir penser ces effets sur la subjectivité humaine d'une génération ainsi que sur sa descendance. Les nazis savaient bien qu'ils semaient des germes de destruction active sur plusieurs générations. Donc, tout un temps d'humanisation et de civilisation est nécessaire à l'homo sapiens, un temps de dépassement de cette haine, tant que Mélanie Klein donc, avait défini dans cette position très importante dépressive. C'est seulement ce temps de dépassement qui ouvre à la transformation sur un autre registre, de l'esthétique à l'enthousiasme et à l'amour. Donc, ouais, je ne vais pas redire ça, je vous l'ai dit, notre monde actuel est totalement malade et pris dans ces tentatives de réparation. Et je pense que nous sommes tous, et je remercie Robert Madjuri et Charlotte Casiraghi, parce que j'ai été très touchée. J'avais suivi la création de vos rencontres et j'avais trouvé que c'était une œuvre très importante aujourd'hui. Voilà. Et de travailler tous dans ce même sens de défense de l'humain. Et de pouvoir construire ensemble une civilisation au-delà du ressentiment. C'était le terme du philosophe Sloterdijk, j'avais bien aimé son ouvrage. Et je pense qu'on est qu'au début de ce long chemin de dépassement de la haine. Et voilà. Notre 21e siècle, il débute aussi très brutalement et très bruyamment, avec l'éclosion de la nouvelle idéologie extrémiste islamiste, le wahhabisme littéraliste, qui prône l'ultraviolence et la terreur, à l'aide d'un discours de rupture propagandiste, rupture à l'encontre de la démocratie, et qui soulève toutes les peurs inconscientes que nous voyons.
Mais il y a d'autres idéologies, à mon avis, plus insidieuses qui sont aussi apparues, notamment depuis la chute des Twin Towers. Par exemple, on en parlait aussi ce matin dans le jardin, l'idée d'un grand contrôle universel de l'humain par la machine, de par ces données numériques, ce nouvel or noir comme le pétrole, cette nouvelle matière inépuisable recueillie par les big data, qui vise à une mise en données et une surveillance du monde et voire au-delà, selon certaines études, à une gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire d'aller au-delà des pouvoirs des démocraties et qui risque ainsi de mettre en péril nos démocraties. J'ai travaillé aussi sur la question de l'idéologie du transhumanisme qui fantasme et ambitionne la fabrique d'un homme augmenté et promeut un remodelage de l'humanité par ceci. Il faut savoir que c'est aussi un courant de pensée financé par les mêmes firmes du big data. Et il y a confusion actuelle totale entre science, entre savoir et vérité, pervertissant effectivement le discours de vérité. La science est aujourd'hui capable de satisfaire tous les besoins de monde, mais elle n'a pas et tous les besoins de l'homme en lui supprimant le manque, qui pourtant le manque est nécessaire à pouvoir construire du désir. Mais cette science, Freud a pensé que l'avenir viendrait avec la lumière des sciences, mais je pense qu'il n'a pas vu assez large. Et je développe aujourd'hui, ne viendra pas que de la science seule, mais d'un échange entre plusieurs civilisations. Je travaille là-dessus, sur un dialogue aussi peut-être entre sagesse et pensée. Je travaille sur la pensée confucéenne et la pensée freudienne. Donc, ce monde rationaliste forge le monde à son image et veut fabriquer des hommes pratiques, là, j'ai entendu hier, voilà, dépourvus de capacité de penser. Et ça me fait penser aussi avec une réflexion de Mélanie Klein. Elle a dit, attention, dans l'avenir, si l'avenir évolue vers la régression, vers le schizoparanoïde, on va éviter d'avoir à approfondir l'être humain et on va voir disparaître peut-être la question de la nature de l'humain et disparaître, en tout cas nous, notre métier sur ces questions de parole. Quoique, on voit revenir les gens là qui sont maltraités par le cognitivisme. J'ai reçu une jeune femme de 30 ans complètement affolée, elle était en choc post-traumatique, la personne comportementaliste lui faisait faire des exercices, de se mettre dans la peau du mourant, elle était en vrille totale. Voilà. Et à la fin de la séance, elle me dit « Est-ce que je dois continuer mes devoirs ?» Je lui dis « Quel devoir ?» Donc, le thérapeute précédent lui avait demandé d'écrire ses ruminations. Donc, la personne précédente l'a laissé dans son trauma. Voilà. Donc, nous devons être au travail pour préserver le psychisme de l'humain, sa part d'intime, sa part de créativité, de poésie, et de ne pas devenir des automates, qui a été le fantasme de nombreux hommes dans certaines générations de l'histoire. Donc cette violence aujourd'hui déchaînée dans la planète atteint des sommets d'intensité et d'imprévisibilité aussi rarement égalés. J'ai beaucoup aimé aussi les travaux de René Girard. Cette violence qui produisait du sacré ne produit plus rien qu'elle-même. Aujourd'hui, est dans une montée aux extrêmes qui a détruit le Moyen-Orient et qui menace aujourd'hui le monde. Nous voyons aussi aujourd'hui une montée de la haine dans les idéaux du populisme, appuyé sur une haine non refoulée. Le livre de Madame Leuillet est intéressant et qui augmente en force et en puissance dans le monde, créant aussi des menaces pour la démocratie. Cet homme déporté m'avait dit, il est décédé là depuis, mais il m'avait dit les démocraties sont fragiles. Et il disait, mais nous sommes dans une démocratie endormie. Elle n'a pas conscience de sa fragilité. Donc il existe
être toujours au cœur de soi-même, un autre inhumain, hein, comme le démenti aussi de tout destin et de toute liberté. Voilà. Donc, l'évolution de notre civilisation occidentale s'oriente aujourd'hui vers le choix de cette civilisation mécaniste et mécanisée, numérisée, robotisant l'être humain. On le voit dans la souffrance au travail, toute la question des burn-out. Un monde administré qu'avait déjà dénoncé Adorno, hein, du fait d'une prédominance de cette logique de néolibéralisme, hein, qui tend à l'oppression et à la désintégration du sujet. Donc tout ce travail de la pulsion de mort, ce que j'avais précédemment déployé, est largement à l'œuvre. Hein. Donc nous devons œuvrer, et bravo à Monaco, à ce lieu de la pensée, hein, pour laisser la place à l'espace psychique, à l'intime nécessaire à chacun et à la poésie. Le XXe siècle a vu une révolution aussi, qui était la poésie surréaliste. Hein. J'attends là encore pour le XXIe siècle qu'un tel mouvement bouge. Voilà. Et c'est l'amour, la reconnaissance de l'autre, le soin donné à la vie psychique qui permet de la nourrir et de lier ensemble les forces de déliaison et de désintégration de la pulsion de mort, et du côté de la symbolisation et du côté de la vie. Lacan disait dans son deuxième séminaire, c'est la déficience symbolique qui est grave. Et la capacité de symboliser, ça qui est dans cette phase de position dépressive. Et pouvoir créer du symbole, former du symbole, est lié à la diminution de l'agressivité. Et ça a un rôle aussi du côté de la sublimation. Hein, c'est la tâche de l'être humain et d'œuvrer contre la finitude de sa propre mort. Hein, et la sublimation en est une voie royale. Lacan disait, le sujet se pose comme opérant, comme humain, comme jeu, à partir du moment où apparaît ce système symbolique. Donc, il nous faut renoncer à la haine, renoncer à l'acte violent pour accéder au symbolique. Donc, ce véritable totalitarisme de la technique dans lequel nous vivons, hein, dans la recomposition des métiers, dans la destruction de bon nombre de métiers artisanaux et dans la prolétarisation généralisée de l'existence, la superfluité de l'être humain, cette malédiction moderne pour Hannah Arendt. Hein. Et l'hypothèse que je développe aussi, c'est que cette nouvelle idéologie là, qui dirige le monde ne peut que créer en contrepoint des idéologies réactionnelles, nihilistes, hein, comme celle de la montée du djihadisme, du populisme ou d'apparition d'autres formes nihilistes que l'on risque malheureusement de voir apparaître. Voilà. Tout totalitarisme, je ne vais pas être très longue, n'est que le symptôme d'un véritable effondrement moral, intellectuel et spirituel. Donc nous avons tous du travail dans tous les craquements, j'ai entendu ce mot hier, du monde moderne, comme disait Antoine de Saint-Exupéry dans sa lettre à un otage. Voilà, merci.